Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre en direct l'audition d'Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux qui s'exprime cet après-midi devant les sénateurs de la Commission des lois. Ces sénateurs qui ont demandé son audition dès sa nomination. Les sénateurs socialistes notamment veulent des éclaircissements sur de nombreux sujets comme la réforme du parquet, la question de la justice des mineurs ou encore l'expérimentation des cours criminels et les moyens budgétaires qui vont être alloués à la justice. Notez que le nouveau garde des Sceaux a déjà été auditionné. Il a été auditionné avant-hier par la commission des lois de l'Assemblée. Il est passé sous le feu roulant des questions des députés lors d'une audition qui a duré 3 heures. Et lors de cette audition, Éric Dupond-Moretti a promis de mener à terme la réforme constitutionnelle concernant la nomination des magistrats du parquet et qui permettrait plus d'indépendance pour le parquet. Concernant la question de la justice des mineurs, Éric Dupond-Moretti a aussi annoncé vouloir défendre la réforme qui a été décidée par Nicole Belloubet, l'ex-garde des Sceaux. Il a notamment promis lors de cette audition une augmentation aussi significative du budget de la justice, mais sans donner pour l'instant de chiffrage précis. Il a en revanche annoncé une enveloppe de 8 millions d'euros permettant l'arrivée de 1000 vacataires pour régler le stock d'affaires accumulées et cela pendant le confinement. Concernant la question de la justice des mineurs, notez que cette justice repose sur une ordonnance qui est vieille de 70 ans, qui date de 1945, une réforme qui prévoit notamment un seuil d'irresponsabilité pénale fixé à 13 ans et qui instaure une nouvelle procédure pénale dans le but de réduire les délais du jugement. C'est un sujet qui crispe très fortement les syndicats. Vous le voyez, on voit déjà du monde qui est arrivé dans cette salle Clémenceau, salle où va se dérouler cette audition, une audition qui devrait durer 1h30 ici au Sénat. Elle avait duré, je vous le disais, 3 heures à l'Assemblée nationale. De nombreux journalistes sont présents pour cette audition très attendue du garde des Sceaux devant la commission des lois, commission qui est présidée par le sénateur Les Républicains Philippe Bas que vous voyez ici masqué conformément à ce qui dictent les règles depuis lundi. Il faut être masqué dans les lieux publics clos. Et tout de suite, nous allons pouvoir donc écouter cette audition. C'est donc Philippe Bas qui est en train d'introduire cette audition d'Éric Dupond-Moretti. Comment vous allez pouvoir mettre l'expérience que vous avez acquise au service de la défense des justiciables au service du redressement du service public de la justice. Nous ne pouvons évidemment nous satisfaire de porter le débat sur le terrain des principes généraux, ni de considérer que les modalités de nomination des procureurs, leur indépendance, le rôle du garde des Sceaux vis-à-vis des parquets sont les principales urgences de l'actualité judiciaire, même s'il s'agit de questions importantes. Pour nous, ce qui est essentiel, c'est de vérifier comment vous pourrez, par votre action, obtenir une accélération de la justice, une simplification de celle-ci, pour qu'elle soit mieux comprise de nos concitoyens, un rapprochement, plus de proximité à l'égard des justiciables. Et sur le plan pénal, nous attachons de l'importance à la remise à niveau de notre appareil pénitentiaire, qui est une des urgences que vous avez soulignées lors de votre prise de fonction, et aussi comment faire en sorte que, à la première infraction, des sanctions appropriées et certaines soient mises en œuvre. Nous attachons également de l'importance à la prévention de la récidive, qui est un mal français particulièrement important, et nous nous interrogeons finalement sur les moyens que vous serez en possibilité de mobiliser pour aller plus loin que la loi de programmation de la justice que nous avons refusé de voter en raison de l'insuffisance des crédits qu'elle comporte par rapport aux évaluations que nous avions faites dans notre rapport d'avril 2017, 5 ans pour sauver la justice. Nous travaillons en effet depuis longtemps sur ces questions.
Nous avons conscience de la nécessité d'un effort très important de redressement du service public de la justice à inscrire dans la durée, au-delà des échéances électorales, des alternances et des clivages politiques. Nous avons une audition qui sera courte, monsieur le garde des Sceaux, puisqu'elle doit impérativement se terminer aux alentours de 14h50. Nous devons donc accepter les uns et les autres une forte discipline. Je vous demanderai vous-même, monsieur le garde des Sceaux, de l'appliquer en ne dépassant pas 10 minutes de propos introductifs. Mais mes chers collègues, au moment où vous aurez à poser vos questions, il faut que vous vous appliquiez la règle des 2 minutes que nous nous appliquons en séance, notamment pour les questions d'actualité, car sinon, ce sera une immense frustration pour le ministre qui ne pourra pas répondre à toutes les questions que vous souhaitez lui poser et auxquelles il a naturellement à l'avance à cœur de pouvoir répondre. Donc je ne serai pas plus long dans mon propre propos introductif pour cette première rencontre entre vous et nous. Je dois vous signaler que cette audition a été ouverte aux sénateurs de toutes les commissions et pas seulement aux sénateurs de la commission des lois, mais je serai contraint de donner pour les questions la priorité aux membres de la commission, même si j'espère que nous pourrons aussi avoir des questions d'autres collègues qui sont aujourd'hui présents, et leur présence montre à quel point le Sénat attache de l'importance à cette modernisation du service public de la justice. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Monsieur le président de la commission des lois, mesdames et messieurs les commissaires aux lois, je suis heureux de l'occasion qui m'est aujourd'hui offerte, quelques jours après ma prise de fonction en qualité de garde des Sceaux, de pouvoir vous présenter l'action que j'entends mener à la tête du ministère de la Justice. Je suis heureux aussi de pouvoir évoquer avec vous les chantiers que je souhaite engager sans tarder pour rapprocher la justice des citoyens et améliorer son fonctionnement. Vous me permettrez donc de remercier très chaleureusement le président Philippe Bas pour son aimable invitation. Mesdames et messieurs les sénateurs, en préambule, vous le savez peut-être, une personne détenue du centre pénitentiaire de Roanne retenait jusqu'à il y a quelques minutes sa compagne à l'issue d'un parloir. L'équipe régionale d'intervention et de sécurité de Lyon s'est rendue sur le site. La prise d'otage semble terminée, si tant est qu'on puisse à cet instant la qualifier de la sorte. Et mes services vont évidemment me tenir rigoureusement informé de la suite des événements, encore que, à cet instant, tout danger semble être écarté. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, vous savez comme moi que le temps est tout à la fois précieux et compté dans la présente mandature. Pour autant, des inflexions majeures peuvent d'ores et déjà être apporté à un système judiciaire dont vous pourrez convenir tristement avec moi qu'il souffre aujourd'hui d'une véritable défiance de la part de nos concitoyens. Cette situation, à l'évidence, n'est pas satisfaisante et je veux précisément m'employer à la corriger. Changer le regard des Français sur leur justice, les réconcilier avec elle. Ce sont mes espérances au moment où j'assume la responsabilité que m'a confié Monsieur le Président de la République et Monsieur le Premier ministre. Ce combat pour la restauration du lien de confiance entre les citoyens et la justice n'est pas seulement celui du ministre et de son administration, celui des magistrats, des greffiers, des agents qui tous, je le mesure chaque jour davantage, sont remarquables d'engagement, de compétence, de dévouement pour le service public de la justice. C'est le combat du gouvernement tout entier qui, par la voix du Premier ministre, a fait, vous le savez, de la réforme de la justice une priorité. Ce combat, il nécessite le soutien de la représentation nationale, et tout particulièrement celui du Sénat
et des membres de votre commission des lois qui ont consacré d'importants travaux au projet ambitieux et partagé de redressement de la justice, pour reprendre l'intitulé de votre rapport d'information de 2017. Sur la base de ce constat partagé d'un nécessaire et très urgent redressement de la justice, de très importants chantiers de modernisation, comme le plan de transformation numérique, ont été lancés par ma prédécesseure, Madame Nicole Belloubet, et je souhaite saluer devant vous son engagement, ses compétences et son action au cours des 3 années passées. Il m'appartient désormais de faire aboutir plusieurs des importantes réformes lancées sous son ministère, comme la loi sur la bioéthique, le parquet européen ou encore la réforme tant attendue de l'ordonnance de 1945. J'ai déjà eu la grande satisfaction, hier, devant la Haute Assemblée, de porter une loi destinée à renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est pour moi un honneur et un motif de grande satisfaction que d'avoir pu achever les travaux auxquels a participé ma prédécesseure et auxquels était associée, bien sûr, Madame Moreno, ministre de l'Égalité hommes-femmes. Sur ce sujet de première importance, toutes les actions seront engagées pour donner leur plus grande portée aux conclusions du Grenelle contre les violences conjugales. Je veux en particulier que les femmes victimes soient entendues, qu'elles reçoivent un meilleur accueil dans les commissariats et les gendarmeries et qu'elles soient prises en charge par le milieu hospitalier au plus près de leur domicile. Je souhaite créer à cette fin des unités de proximité dans les hôpitaux et j'ai obtenu l'assurance de leur financement. Je veux aussi qu'une réponse soit apportée à la personne qui, suspectée de violences conjugales, ne peut pas être déférée, car la procédure n'est peut-être pas terminée. Je souhaite qu'elle rencontre un magistrat du parquet qui la mette en garde contre ce type d'agissement, afin qu'il y ait un rappel de la loi indépendamment des poursuites engagées ou non plus tardivement. Au titre de ma feuille de route, pour les presque 600 jours à venir, il me revient, pour répondre à l'objectif de justice de proximité fixé par le Premier ministre, d'ouvrir de nouveaux chantiers et d'apporter surtout des améliorations concrètes au fonctionnement des juridictions. Le travail, vous le savez, ne manque pas pour le ministre de la Justice, mais aussi pour le Parlement dans différentes missions de législateurs, mais aussi de contrôleurs et d'aiguillons du pouvoir exécutif. Et je ne demande qu'à travailler étroitement et en confiance avec vous. Vous le savez, ma connaissance de la justice n'est pas technocratique. Je n'ai pas encore tout appris, en dépit de la très grande qualité de mes enseignants. Ma connaissance de la justice, elle est charnelle et nourrie par une expérience de plus de 30 ans dans presque tous les tribunaux de France. Elle est humaine, elle est intime. C'est pour cela que le dénuement de notre justice, son décrochage par rapport au système judiciaire des autres pays européens, la dégradation de son image dans l'opinion publique, les condamnations multiples de la France par la Cour européenne des droits de l'homme à l'occasion de procès inéquitables me sont devenus insupportables. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de m'engager aux côtés du Président de la République pour améliorer la justice de notre pays et agir au soutien des femmes et des hommes qui travaillent dans les juridictions comme dans les services et établissements de la protection judiciaire, ne les oublions pas, surtout pas, et de l'administration pénitentiaire, ne les oublions pas, surtout pas. La priorité de mon action porte donc, je vous l'ai indiqué, sur la mise en place d'une justice de proximité. Un petit point de sémantique, d'abord, tant il est vrai que mal nommer les choses, a écrit Camus, c'est aggraver les malheurs du monde. Le Premier ministre a évoqué la nécessité évidente d'avoir des juges de proximité. Beaucoup s'en sont étonnés. Il n'a jamais été question de rétablir ce qui a été supprimé en 2017. Mais, à droit constant, avec les pleines possibilités offertes par la loi de programmation et de réforme de la justice, de faire en sorte que la justice soit rendue au plus près de nos concitoyens. Tel est notre objectif. Et il peut être atteint par la tenue d'audiences foraines,
en plus grand nombre, et surtout par l'utilisation effective des dispositions du nouvel article L218-8 du Code de l'organisation judiciaire. Cette disposition permet en effet au chef de cour d'attribuer des compétences matérielles supplémentaires à une chambre de proximité d'un tribunal judiciaire dans l'ensemble des matières civiles et pénales relevant de la compétence du tribunal judiciaire. Vous êtes la Haute Assemblée des territoires et il me faut vous préciser que ces attributions de compétences aux chambres de proximité ne sont pas prises unilatéralement et depuis Paris, mais au terme d'une réflexion et d'une concertation conduite localement après consultation du conseil de juridiction. Et ce conseil comprend notamment le maire de la commune, siège du tribunal judiciaire, le président du conseil départemental et le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort. Les élus doivent être écoutés et entendus car ils connaissent les préoccupations locales et je veux travailler aussi, permettez-moi d'insister sur ce point, au rapprochement des élus et de la justice. S'agissant des attributions de compétences, il me paraît souhaitable, sous réserve des appréciations locales, que les juges aux affaires familiales et les juges des enfants se déplacent dans les territoires ou encore que les petits délits et les incivilités soient rapidement jugés en proximité, qu'un effort soit fait également pour les victimes. Je suis très sensible à l'accueil qui leur est réservé. Elles doivent être entendues lorsque la gravité des faits justifie qu'une attention toute particulière leur soit portée. La réalisation de cet objectif nécessite des renforts en personnel et je sais, par le retour à la trajectoire de la loi de programmation et des améliorations ciblées, que ces objectifs, nous pourrons les atteindre. Je sais le Premier ministre attentif aux besoins de la justice. Et je vais mettre tout mon poids, a-t-on écrit, toutes mes forces, Madame la directrice de cabinet, dans la balance pour obtenir ces moyens nécessaires. Nous allons sans doute avoir l'occasion d'en reparler et je sais votre commission et votre Haute Assemblée très vigilantes à ce sujet. Comme en ont témoigné sur le projet de loi de finances pour 2020 les avis de la sénatrice Josiane Costes et des sénateurs Yves Détraigne et Alain Marc. Je souhaite également, ce sont là des réformes qui ne coûtent rien, généraliser sur l'ensemble du territoire les bonnes pratiques qui émanent des agents. Ces bonnes pratiques, mises au point et expérimentées dans les territoires, doivent pouvoir bénéficier à tous. Il s'agit là de bon sens avec une amélioration concrète pour le justiciable et le travail des juridictions. À titre d'exemple, un parmi tant d'autres, la crise sanitaire a conduit à améliorer localement l'organisation des convocations des justiciables, avec des horaires séquencés et adaptés. Ça peut paraître peu de choses, c'est primordial en réalité pour le justiciable, et c'est à son égard une marque de respect de l'institution. Il est aussi dans mes intentions, outre l'achèvement déjà mentionné des travaux initiés par ma prédécesseur, de poursuivre et de lancer un certain nombre de chantiers avec le même objectif d'amélioration de la justice et le traitement concret des difficultés. Je souhaite d'abord l'aboutissement de la réforme de l'article 65 de la Constitution. Cette réforme permettra de soumettre les nominations des magistrats du parquet à l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature et il donnera au CSM un pouvoir de décision sur la discipline des magistrats du parquet à l'identique de ceux du siège. Un projet de loi constitutionnelle a déjà été adopté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat en 2016. Pour mener cette réforme à son terme, il est nécessaire qu'elle soit adoptée soit par référendum, soit par le Congrès. Cette décision appartient évidemment à Monsieur le Président de la République. Je veux ensuite faire aboutir une réflexion nourrie par l'expérience et que je porte depuis longtemps relative à l'enquête préliminaire et à la détention provisoire. L'enquête préliminaire dure trop souvent, trop longtemps. Elle n'est plus préliminaire, elle devient éternelle. Sans le contradictoire consubstantiel à l'idée même de justice, s'agissant de la détention provisoire, elle est nécessaire dans certains cas, mais doit rester, la loi le dit déjà, exceptionnelle. D'autres moyens existent. Je demanderai au parquet de prendre des réquisitions en ce sens.
Je souhaite également travailler sur la présomption d'innocence. Monsieur le ministre, pardon, je ne veux absolument pas vous interrompre, mais je le fais quand même. Je crois, si vous en avez la possibilité, qu'il faudrait contracter la suite de votre introduction, parce que mes collègues ne vont pas pouvoir vous poser les questions qu'ils ont envie de vous poser. Mais je vous donne la parole. Monsieur le Président, vous me réinviterez, je reviendrai avec un immense plaisir pour m'expliquer. C'est la première fois que je prends complètement la parole au Sénat. Oui. J'ai un discours qui était un peu préparé, que nous avons travaillé. Vous me demandez de le chanter d'une certaine façon. J'accepte l'augure de ce découpage, mais c'est un peu compliqué tout de même. Je voudrais expliquer un certain nombre de choses, je répondrai aux questions. Allez-y, s'il vous plaît. Si le temps nous manque, je reviendrai bien volontiers. Mais bien sûr, Ou je m'arrête immédiatement et je me prête au jeu des questions, si vous le souhaitez. Comme vous préférez. Le c'est problème, comme vous préférez, Monsieur le Président. Alors, moi, je préfère terminer. Allez au bout de votre propos, mais je vous connais de grandes capacités oratoires. Je suis persuadé que vous pouvez aller jusqu'au terme sans forcément lire l'ensemble du propos, mais c'est à vous de le décider. Je veux également, on va le faire en chapitrant un peu les choses, je veux également travailler sur la présomption d'innocence, le secret de l'enquête, dans la concertation avec les différents acteurs concernés, notamment les journalistes. La question des mineurs et de la justice est pour moi un sujet de préoccupation. Vous aurez prochainement à connaître à ce sujet la réforme de l'ordonnance de 1945. Mes convictions sont claires, je vous les livre le plus simplement possible, le plus brièvement possible, Monsieur le Président. Je souhaite que les mineurs soient jugés dans les meilleurs délais et non au-delà de leur majorité, comme ça arrive parfois. Ça n'a aucun sens. Il y a des gamins qui commettent des faits à 16 ans, ils sont jugés à 22, ils sont mariés, ils ont changé de vie. Il y a un certain nombre de réformes à faire, je pense que vous m'interrogerez là-dessus, et j'aurai le loisir d'expliciter ma pensée et mon point de vue. La condition pénitentiaire, dans tous ses aspects, est aussi un des points forts de mon action. Je veux d'abord rendre hommage au personnel de l'administration pénitentiaire, bien sûr. On est à un taux historiquement bas de détenus. Je souhaiterais, dans la mesure du possible, qu'on le maintienne. Je vais très vite. Je sors même de mon discours pour vous dire que j'ai été le témoin passif, mais extrêmement attentif, d'une conversation entre deux jeunes détenus et le personnel pénitentiaire. Ils disaient exactement la même chose. Les uns disaient « nous avons amélioré notre condition » et les autres disaient « nous, quand la condition des détenus est améliorée, on peut travailler, on peut faire de la pédagogie et donc de la réinsertion ». En matière pénale, la fréquentation des cours d'assises et des établissements pénitentiaires ont occupé, vous le savez, une grande partie de ma vie d'avocat. Je vais laisser les expérimentations en cours, mais je ne veux pas que la cour d'assises meure. Je vais très vite. Je prends un mot par page, Monsieur le Président, pour vous être agréable. La justice administrative également... Je me sens obligé, devant tant de courtoisie, de vous proposer de prendre votre temps. La justice administrative aussi mérite un certain nombre de modifications. Nous en reparlerons si vous le voulez bien. Et enfin, la justice européenne et notamment le parquet européen. Voilà, le programme que je viens d'esquisser en le comprimant un peu et dont je vous entretiendrai régulièrement dans les mois à venir est un programme ambitieux. Je sais pouvoir compter sur votre haute assemblée pour bénéficier à la fois de votre soutien, mais aussi de vos éclairages. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Ministre. Vous allez voir, vous allez pouvoir rentrer dans le détail en répondant aux questions de mes collègues. J'observe que cette affaire de justice de proximité, on avait sans doute mal compris le Premier ministre et qu'en réalité, c'est plutôt la proximité de la justice qui est votre objectif, que la justice de proximité, au sens où on l'entend depuis 2003, et l'institution des juges de proximité qui ont depuis lors disparu. Mais cette clarification était utile. Je voudrais vous dire, puisque vous avez parlé du retour à la trajectoire de la loi de programmation pour la justice, que cette expression m'a rendu perplexe, parce que moi, j'avais compris, même si je sais, et vous en faites ici l'aveu, que la trajectoire n'est pas suivie, puisque on est seulement pour l'année 2019 à peu près la moitié de la hausse prévue dans la loi de programmation judiciaire, mais j'avais compris que le président de la République et le Premier ministre vous avaient donné des assurances pour non seulement rétablir l'application d'une loi qui n'a pas été correctement appliquée, mais aussi augmenter les moyens de la justice. Et nous avons conscience, lorsque je vous dis cela, que les moyens qui sont nécessaires ne vont pas sans réforme, car on ne peut pas
demander la hausse des moyens de la justice pour rendre la justice à l'identique. Et nous sommes évidemment très soucieux de vous entendre sur les chiffres de l'augmentation des moyens de la justice que vous voulez mettre en œuvre et sur les éléments de réforme pour la simplification, l'accélération de la justice et, comme vous l'avez mentionné vous-même, le rapprochement de la justice à l'égard des citoyens. Je trouve l'idée de développer ce qui existe déjà dans notre droit, à savoir ce qu'on appelle la justice foraine dans des termes incompréhensibles pour le public et qui revient à permettre aux greffiers et aux magistrats de se déplacer au plus près des justiciables pour rendre une justice de proximité. Je trouve que cette idée est une bonne idée, mais je voudrais savoir comment vous entendez la mettre en œuvre. Donc je vous redonne la parole pour que vous puissiez nous apporter à ce stade les précisions que vous êtes en mesure de nous apporter. Écoutez, Monsieur le Président, je vais vous être agréable et je vais être très rapide, car vous le savez, les arbitrages seront prochainement rendus. Donc pour les chiffres, il faudra que vous me réinvitiez et je les détaillerai très volontiers. Mon premier objectif, c'est de recoller à la trajectoire de la LPJ. Disposer de moyens supplémentaires pour mettre en œuvre la justice de proximité par la création supplémentaire, par exemple, de juristes assistants et par un soutien au personnel de greffe aujourd'hui en difficulté. Remettre à niveau, revaloriser certaines filières, comme la filière socio-éducative, les greffes, tout en étant attentif à la situation des autres personnels du ministère. Voilà ce que rapidement je peux vous dire. Pour les chiffres, vous le savez, il faut attendre un peu que les arbitrages soient rendus et vous aurez toutes les précisions lorsque je les aurai moi-même. Je vous remercie. J'espère que vous obtiendrez de bons arbitrages, Monsieur le ministre, car c'est nécessaire. Alors, je vais donner la parole maintenant à mes collègues. Si vous le voulez bien, nous prendrons les questions par groupe de 3. Et je donne la parole d'abord à Madame Troendlé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, dans son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre a indiqué vouloir promouvoir la justice de la vie quotidienne, considérant, et je le cite, « Dans beaucoup de territoires, la petite délinquance, les petites incivilités, le tag, l'insulte, le petit trafic, les troubles à ce que le code communal appelle la tranquillité publique, se sont développés au point de gâcher la vie des gens. Ils se sont développés car, faute de réponse judiciaire, une forme d'impunité s'est installée. » Pourtant, Monsieur le ministre, depuis les années 90, la justice s'est efforcée d'apporter une réponse pénale à la grande majorité des infractions. Votre ministère indiquait qu'une réponse pénale est apportée à 88% des auteurs d'infractions. Dans 80% des cas, la réponse pénale consiste en des poursuites devant une juridiction. Pour le solde, il s'agit de mesures alternatives aux poursuites ou de composition pénale. Dans ce contexte, pourriez-vous nous préciser quelles initiatives supplémentaires vous comptez prendre pour lutter encore plus efficacement contre la petite délinquance du quotidien? Et le problème de fond, Monsieur le ministre, n'est-il pas que beaucoup d'auteurs d'infractions ne sont pas tout simplement identifiés? Madame de La Gontrie. Merci, Président. Monsieur le garde des Sceaux, vous avez à plusieurs reprises, aujourd'hui comme hier d'ailleurs, souligné la nécessité de rétablir la confiance entre les citoyens et la justice. Et c'est sur ce point que je souhaiterais vous interroger. Vous avez prêté serment en 1984, il y a 36 ans. Vous avez, je crois, été avocat sans désemparer. Vous avez eu, au long de votre carrière, un grand nombre de clients, certains sans doute plus connus que d'autres, mais dans la période récente, Abdelkader Mera, Jérôme Cahuzac, Théo Louaka, Julian Assange. Et donc je pense que, comme la Conférence nationale des procureurs de la République le demande d'ailleurs, il faudrait que vous puissiez clarifier les conditions de la remontée d'informations dans les affaires individuelles, la nature de votre relation avec le barreau. Vous êtes-vous fait omettre? Avez-vous démissionné? Je vous ai entendu l'autre jour répondre à Laurent Delahousse que vous ne saviez pas, et ce n'est pas moi qui vous en ferai le reproche, si vous reprendriez ou non la robe à la fin
de cette mission de ministre, quelle organisation avez-vous mis en place au sein du ministère pour interdire toute remontée d'informations? Avez-vous, comme Gérald Darmanin, adressé une lettre de déport afin que les affaires qui vous ont concerné ne vous remontent pas? Avez-vous précisément, dans la circonstance de la procédure visant votre collègue du gouvernement Gérald Darmanin, mis en place un dispositif spécifique? Sur l'ensemble de ces questions, êtes-vous prêt à la transparence totale, de manière à ce que la confiance soit totale dans votre rôle au sein de ce ministère? Merci, cher collègue. Monsieur Pierre-Yves Collombat. Je vais demander à Sueur aussi de prendre la parole. La Chambre représentant les territoires, c'est la question de la responsabilité pénale des maires et de leurs délégués. Si la longue file de leurs responsabilités universelles n'a rien à voir avec celle du citoyen lambda ou même d'un chef d'entreprise, voire d'un médecin ou d'un avocat, il en va différemment de leur responsabilité pénale. Au mieux, elle est la même. Souvent, elle est plus lourde au motif que l'intéressé est investi d'un mandat électif public, d'un pouvoir général de police ou dépositaire de l'autorité publique. Nous sommes nombreux au Sénat à considérer que la réduction de ce déséquilibre appelle la révision du Code pénal sur 3 points. Préciser les notions de prise illégale d'intérêt et de délit de favoritisme, ce que le Sénat a fait à l'unanimité par 2 fois ici, mais qui a disparu dans le trou noir de la navette. Préciser enfin l'article L. 122.4 du Code pénal en donnant force de loi à l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 10 octobre 2012 relaxant le maire de Coulsorle, précédemment condamné pour avoir donné une gifle à un adolescent provocateur. Un dossier que vous connaissez bien. Monsieur le garde des Sceaux, pensez-vous possible de faire évoluer les choses simplement en demandant l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale d'un des 2 textes votés par le Sénat? On gagnerait du temps et vous pouvez régler un problème qui traîne depuis des années et qu'on se refuse à regarder en face. Merci. Merci, chers collègues. Je vais continuer à vous donner la parole. Monsieur le ministre, je vous prie de m'en excuser parce que j'ai un afflux de demandes de collègues qui veulent vous poser des questions. Je voudrais autant que possible réussir à ce que chacun puisse poser sa question. Monsieur Wattebled. Je vais faire vite. Merci d'être présent, monsieur le ministre. Vous avez parlé du secret de l'instruction et moi j'aurais aimé votre sentiment en tant qu'avocat sur le secret de l'instruction. On a bien sûr la personne entendue, les personnes qui auditionnent, le juge, l'avocat et la presse. Et bien souvent la presse est informée à la minute près de l'instruction, quelquefois même avant le rendu. Et la personne qui est entendue se retrouve avec quelquefois des gros titres, toujours avec, je dirais quelques guillemets, mais bien souvent condamnée moralement en finalité. Et le temps que ça dure, cette personne pèse, porte ce poids-là. Ça peut durer 1 an, 2 ans. Et bien souvent, une certaine presse revient sur ces sujets, même si la personne n'a pas été condamnée juridiquement. Et ça, c'est un point où, dans votre fonction aujourd'hui, il faudrait... c'est un serpent de mer, il faudrait résoudre, parce que c'est pas possible de continuer comme ça. Quelqu'un qui est entendu est forcément un petit peu moralement, à la fin, par la presse, mis en examen. Monsieur le Président Sueur. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous avez parlé de l'indépendance du parquet et de la réforme du CSM. Je voulais vous demander, car vous avez sans doute pris des engagements lors de l'acceptation de ce poste, si vous pouvez vous engager à ce que d'ici la fin de ce mandat soit véritablement déposée une loi constitutionnelle. Elle a déjà été votée par les 2 assemblées, de telle manière qu'elle puisse venir au Congrès pour être rapidement votée. Mais je précise qu'il ne s'agirait pas, en l'occurrence, d'une loi portant une immense réforme constitutionnelle, concernant notamment le nombre de députés, de sénateurs, le mode, etc., car dans ce cas, on va naufrager la réforme. Si elle ne porte que là-dessus, il y a de fortes chances pour qu'elle existe. Et je voulais savoir ce que vous comptez faire à cet égard. Deuxièmement,
Vous avez dit que vous alliez vous battre comme un forcené, ce qui n'est pas rien, pour que la cour d'assises ne meure pas. Il ne vous a pas échappé que l'expérimentation pour 7 tribunaux criminels n'allait peut-être pas dans le sens de ce combat, surtout, Monsieur le ministre, quand elle a été étendue à 31 départements d'après le projet de loi, 17 suite à la CMP. Allez-vous revenir sur l'expérimentation, mais il suffit d'un article de loi, Monsieur le ministre, vous le savez, sur cette expérimentation, afin de défendre bec et ongle, comme vous l'avez dit, là, le jury populaire. Et enfin, puisque vous êtes très attaché à la réforme de la justice des mineurs, allez-vous renoncer à la faire par voie d'ordonnance, mais plutôt nous présenter un projet de loi, ce qui permettra un véritable débat parlementaire sur le sujet. Je vous remercie. Eh bien, Monsieur le ministre, voilà une première moisson de questions, toutes très précises et intéressantes. Je vous donne la parole. Sur les mineurs. Alors, pardonnez-moi, il y a un certain nombre de choses, mesdames et messieurs, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, qui étaient contenues dans mon discours initial, mais pour les raisons que vous savez, elles génèrent maintenant une frustration des questions auxquelles je vais tenter de répondre, mais rapidement, monsieur le président. Et vous voyez que les questions vous permettent de dire ce que vous avez à dire. Bon, d'abord, première question qui m'est posée par Madame Trohandlé, sénatrice. Accordez-moi d'abord que quand les auteurs d'une infraction ne sont pas identifiés, ni vous ni moi, nous n'y pouvons quelque chose. Au-delà du taux de réponse, ce qui me paraît extrêmement important, c'est le délai de réponse. Je l'ai dit tout à l'heure, qu'un gamin commette des faits à 16 ans et qu'il soit sanctionné à 22, ça n'a strictement aucun sens. Alors, on choisira le vocable le moment venu, juge de proximité, juge de l'urgence, je n'en sais rien, mais ce que je souhaite, c'est que dès qu'une infraction est commise et que dès naturellement que l'auteur est identifié, dans les heures qui suivent, ils reçoivent un message judiciaire. Je crois en la pédagogie de la justice. Les magistrats, les avocats croient en la pédagogie de la justice. La justice, ça n'est pas fait que pour punir, c'est pour délivrer aussi un avertissement. C'est insupportable pour nos concitoyens. Monsieur le Premier ministre a évoqué sa ville de Prades. Je connais la ville de Coussor que vous évoquiez, monsieur le sénateur. Je suis originaire de ce village. J'ai défendu le maire qui avait giflé un gamin et que la cour d'appel de Douai, heureusement, a fini par relaxer. Il y a des gamins qui commettent les petites exactions, les incivilités insupportables, qui cassent des pots de fleurs, etc. Et les gens, ils sont exaspérés par ça. Et ils ont le sentiment, et c'est un sentiment, c'est presque plus grave, le sentiment d'insécurité que l'insécurité. Parce que le sentiment d'insécurité, il permet le fantasme. Et donc les gens sont exaspérés, il n'y a pas de réponse immédiate. Et ça démoralise complètement les forces de l'ordre, qui disent, nous, on entend ça tous les jours, on les interpelle, on ne fait rien, les juges sont laxistes, tout le monde s'en fiche, etc. Je veux mettre un terme à ça, je voudrais qu'un gamin qui se fasse prendre en train de taguer, le lendemain, il puisse repeindre un mur de commissariat et qui en a bien besoin. Voilà ce que je souhaite mettre en place. Je pense que ça parle aux Français et que, au-delà des clivages politiciens qui peuvent exister, on peut être tous d'accord sur des mesures de cette nature. Et monsieur le ministre, ça existe déjà. Oui, mais ça existe, mais ça fonctionne mal. Ah, donc il faut le faire fonctionner. C'est pas une réforme législative. Mais j'ai pas parlé de réforme législative. J'aurai peu de temps. Je veux aller vite. Mon temps est compté, mais ça ne sera pas du temps perdu. Il faut qu'on mette en œuvre un certain nombre d'applications de ce qui peut exister, de bonnes pratiques, pour aller vers l'essentiel. Je vous donne d'autres exemples de ce qu'est la justice. Pour moi, la justice de proximité. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, les divorces. Les gens, ils n'ont rien fait de mal. Ils se retrouvent à 30 ou 35 dans une même salle. Ils n'ont rien fait, ces gens-là. Leur vie est en train d'être déchiquetée.
C'est extrêmement douloureux. Les Américains qui font des sondages surtout disent que c'est un des moments de vie les plus difficiles à surmonter. On les parque dans une salle à 30-35. Le Covid nous a permis de découvrir qu'on pouvait faire autrement. D'ailleurs, les avocats le savent, ils sont intervenus à de nombreuses reprises pour dire que c'est plus possible, convoquer les uns et les autres de façon séquencée, etc., plus humaine. Ben voilà des petites mesures qui sont toutes simples. Le divorce, également, qui est rendu aujourd'hui, c'est un jeu de conclusion d'un avocat, le jeu de conclusion d'un autre avocat. Les intéressés ne voient même plus le juge. Est-ce que vous pensez franchement que c'est satisfaisant? Et c'est des tas de mesures comme ça que nous avons déjà collectées, qui ne méritent pas d'intervention législative forcément, mais qui doivent être mises en œuvre. Madame... Pardon, Monsieur le ministre. Madame Troendlé voulait juste préciser sa question. Allez-y, s'il vous plaît. Pardon. Allez-y, s'il vous plaît. Madame Troendlé. Monsieur le ministre, vous avez dit en à vos propos que je vous avais dit qu'il y avait beaucoup d'auteurs d'infractions qui ne sont pas identifiés. Mais Oui. Vous m'avez répondu, je n'y peux rien. Moi, oui, je n'y peux rien. Vous non plus. Je pense que si. Vous pourriez parler à votre collègue du ministère de l'Intérieur, ministre de l'Intérieur, et lui demander de débloquer plus de moyens pour les enquêteurs. D'accord, j'entends bien. Non. Allez, Monsieur le ministre, allez-y, répondez à Madame de la Gontrie, puisque Madame vous de la avez commencé Gontrie, à le faire. les choses sont extrêmement claires. J'ai identifié les dossiers... Non, allez-y, Monsieur le ministre, vous seul avez la parole pour l'instant. Alors, je suis omis. J'ai identifié avec mon équipe les dossiers qui sont problématiques. Ça n'a pas été simple parfois parce que j'ai pu défendre quelqu'un il y a 15 ans qui peut revenir, vous le savez, sur le devant de la scène. Je suis très clair là-dessus. Je ne m'interdis aucune remontée d'informations, sauf celles qui ont pu concerner mon activité antérieure, et je vous dirai ce que j'ai fait. Je m'interdis en revanche, et nous sommes dans les clous des textes, de donner quelques directives que ce soit à qui que ce soit. C'est très clair. Ceci étant dit, vous le savez comme moi, c'est le lieu, là aussi, de tous les fantasmes et de toutes les interprétations. Et personne ne sera jamais convaincu. Il y a un grand principe de notre droit, c'est que la mauvaise foi ne se présume pas. Alors, s'agissant des affaires qui m'ont concerné, je n'aurai, sur ces questions-là, aucune remontée d'émanation, d'informations. Aucune, strictement aucune. Il y a une liste. Il y a une liste. Mais, Monsieur le ministre, pardon. Si vous trouvez une solution plus adéquate à la situation, franchement, je suis preneur parce que nous avons réfléchi. On n'a pas trouvé d'autre solution que celle-là. Il y a une liste. Ensuite, j'aurai forcément une déontologie et j'entends la respecter. Je ne recevrai aucune information des affaires qui ont pu me concerner. Nous ne pouvons pas avoir une exigence qui reviendrait finalement à interdire à un avocat de devenir garde des Sceaux. Oui. Mais, Monsieur le ministre, en laissant de côté votre cas personnel, il y a une chose que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi vouloir maintenir les remontées d'informations jusqu'au garde des Sceaux, tout en affirmant que le garde des Sceaux ne s'en servira jamais pour donner des instructions au parquet? Il me semble qu'il y a une sorte de contradiction. À quoi vont vous servir ces remontées d'informations de manière très précise, si vous pouvez répondre à cette question? À quoi sert d'informer le garde des Sceaux s'il n'a pas le droit d'intervenir? Je ne plaide pas pour son droit d'intervention, mais je me dis qu'il y a une zone opaque et qu'une clarification pourrait peut-être être utile, ou alors vous allez nous donner une réponse très simple pour nous dire c'est nécessaire que le garde des Sceaux soit informé. Mais ça ne va pas sans le dire, et sans l'expliquer, et sans en débattre. Je crois que les choses en réalité sont très simples. Le garde des Sceaux reçoit des instructions et il est normal que le garde des Sceaux sache quelles sont les affaires qui peuvent concerner l'État, le fonctionnement de l'État. C'est une de ses missions. Ensuite, de là à communiquer... Attendez, pourquoi faire pour être informé? Mais pourquoi quand vous organisez une commission d'enquête, vous le faites pour être informé sur une situation. Vous voudriez en savoir plus que moi, Monsieur le Président. Pour faire la transparence démocratique, oui. Mais pardonnez-moi, je suis aussi le chef de la politique pénale et il me paraît tout à fait normal que le garde des Sceaux soit informé. Je vous rappelle d'ailleurs que ce sont nos textes. Si vous souhaitez en changer, vous avez une liberté d'intervention que je ne vous contesterai pas. Mais en l'état, ce sont nos textes. Moi, j'entends recevoir les informations. De là à les utiliser
pour appeler tel procureur, ou pire encore, tel juge du siège. Non, je vous dis que non, et là aussi ce sont nos textes, et je suis tenu de respecter la loi. Donc vous pensez qu'elle est bien faite? Je pense que c'est celle-là qui existe pour le moment, nous en discuterons peut-être, mais il n'y a aucune raison que dans le cadre d'une commission, vous interveniez dans une affaire qui, parfois d'ailleurs, est connue de la justice, pour savoir un certain nombre de choses et que le garde des Sceaux ne serait pas informé de cela. Pardonnez-moi, il est normal que le garde des Sceaux connaisse des affaires de l'État. Je me permets de vous dire, Monsieur le ministre, Et ensuite, d'ailleurs, que les commissions d'enquête parlementaires n'interviennent jamais dans le champ d'enquête judiciaire. Et au Parlement, nous y veillons. Mais je vous laisse poursuivre vos réponses. Ensuite, vous savez que je dois rédiger un rapport qui vous est transmis chaque année sur l'application de la politique pénale. J'ai besoin de recevoir un certain nombre d'informations. On ne peut pas... Écoutez, les textes existent. Si vous... Mais ce sont des explications. Je vous demandais juste des explications. Vous nous dites au fond, j'ai besoin de remonter d'informations parce que je suis responsable de la politique pénale et les informations sur les affaires individuelles contribuent à me permettre de forger la politique pénale. Si c'est votre réponse, je peux l'entendre. C'est aussi une des réponses, elle est plus complexe, mais cela me permet de rédiger un rapport à destination du Parlement. C'est pour nous. Et moi, j'estime, pardonnez-moi. Si c'est pour nous, évidemment, je rends les armes. J'ai dit notamment, et les adverbes ne sont pas inutiles, Monsieur le Président, j'estime que le garde des Sceaux peut recevoir des informations sur des affaires qui concernent le fonctionnement de l'État. Eh bien, je vais vous dire, je n'ai à ce stade, voyez-vous, reçu strictement aucune information sur la situation de M. Darmanin. Je sais une chose, et vous la partagerez avec moi, c'est qu'il est présumé innocent. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Je n'ai, madame, reçu strictement aucune information sur sa situation. Allez, Monsieur le ministre, vous avez la parole, et vous seul. Vous m'avez, monsieur le sénateur, demandé tout à l'heure si je souhaitais faire évoluer les choses. Vous avez évoqué cette affaire que je connais bien, l'ordre du jour, l'un des deux textes, pourquoi pas, laissez-moi seulement le temps d'en prendre connaissance. Je ne l'ai pas fait, je n'ai pas eu le temps de tout faire encore. Je découvre un certain nombre de difficultés, de problématiques, et je vous avoue humblement que le temps qui m'a été imparti ne me permet pas, à cet instant, d'être au fait de l'ensemble des sujets, et en particulier, pardon, de celui qui vous préoccupe. Pardon, et ça n'est ni du désintérêt ni de la désinvolture, mais le temps étant ce qu'il est, je ne pense pas avoir perdu beaucoup de temps pour le moment, mais cette question très précise, je la regarderai. Mes services ont entendu ce que vous disiez et vous aurez une réponse prochainement. Le secret de l'instruction, la présomption d'innocence. Bon, vaste préoccupation pour moi parce que, d'abord, la dernière fois qu'on s'est préoccupé de la présomption d'innocence, c'était dans le cadre d'une loi qui remonte à bientôt 20 ans. Madame Elisabeth Guigou, loi qui porte son nom, et depuis, j'ai vu une dégradation des choses au point que la présomption d'innocence aujourd'hui est reléguée au rang d'accessoire. Tout le monde s'en moque. J'ai dit devant l'Assemblée nationale, je crois, il y a 2 ou 3 jours, on consacre des émissions à des affaires qui sont en cours d'instruction, 1h30. Un homme se fait déchiqueter, on entend des témoins à charge, on a la certitude qu'il est coupable. Et vous avez en fin d'émission la petite phrase magique « Rappelons que M. Bernard Jean-Jean est présumé innocent ». Ça ne peut plus durer. Ceci étant dit, c'est une expression que nous avons utilisée hier sur la ligne de crête. Ce travail ne peut être fait qu'avec les journalistes, évidemment, parce que sinon nous encourons le risque majeur d'être considérés comme d'insupportables censeurs qui s'en prendraient à la liberté de la presse. La presse a beaucoup de droits, elle a aussi des devoirs, et je souhaite faire un travail avec les journalistes sur cette question, parce que le constat, que l'on soit parlementaire ou avocat ou ministre depuis quelques jours, c'est que la présomption d'innocence est devenue totalement évanescente dans ce pays. C'est insupportable. Le secret de l'instruction, alors là, n'en parlons même pas. N'en parlons même pas. Je ne sais même plus si ça existe encore. Avec cette difficulté que parfois ceux qui violent le secret de l'instruction sont ceux devant qui vous déposez une plainte pour violation du secret de l'instruction, et ils ont quand même grand-peine
à fournir toutes les énergies pour s'auto-incriminer. Donc là aussi, il faut qu'on regarde, parce que je souhaite raccourcir l'enquête préliminaire dans sa durée, parce que préliminaire, ça a un sens. Je souhaite que cette enquête devienne contradictoire, parce que les droits de la défense, ça a un sens, et la justice, pardonnez-moi, ne peut être rendue que dans le contradictoire. Et puis, je souhaite qu'on envisage comment protéger l'honneur des hommes. J'ai eu une très très longue conversation avec Pierre Baudis, le fils de Dominique Baudis. Et je crois qu'on a oublié Dominique Baudis. Parce que les leçons en la matière ne sont jamais retenues. Et s'il faut légiférer, eh bien on le fera. Parce qu'il faut redéfinir les choses comme elles méritent de l'être. On ne peut pas, comme ça, s'autoriser. Je vois des choses assez stupéfiantes. J'avais assisté, pour illustrer ce propos et pour vous dire à quel point il me préoccupe, sur un plateau de télévision, j'avais entendu deux grands journalistes d'un grand journal du soir dire qu'ils disposaient de l'intégralité du dossier d'enquête préliminaire dans l'affaire dite Fillon, alors que ni Fillon ni ses avocats de l'époque ne pouvaient procéduralement obtenir ces documents. C'est scandaleux. Alors quand j'ai dit, mais vous avez obtenu ça de qui? Ah, on m'a dit secret des sources. Ah, secret des sources, d'accord. Mais alors du PNF? Ah non, non, non. Alors moi j'ai suggéré que la femme de ménage avait piqué le dossier et qu'elle l'avait remis aux journalistes. Non, il faut qu'on travaille là-dessus vraiment très, très sérieusement. Le président Sueur. Non, mais ne voyez pas du tout dans mon... Dans ma fébrilité que votre question... Non, mais je vous ai dit, en réalité, déjà dans le discours que je comptais faire là-dessus, ma position, monsieur le sénateur, elle est extrêmement claire. Je suis pour une séparation nette du siège et du parquet. C'est une formule que j'ai très souvent utilisée, formule du président Coujard, qui présidait la Cour d'assises de Paris, qui disait « c'est quand même le seul sport où l'un des arbitres porte le même maillot qu'un des joueurs ». J'indique d'ailleurs que dans la magistrature, on n'est plus sur une position univoque là-dessus, hein. Il y a un certain nombre de magistrats qui souhaitent la séparation du siège et du parquet. Moi, c'est mon souhait, pour un tas de raisons. Je n'ai sans doute pas le temps de les développer ici, mais nous reverrons. Je ne pourrai pas le faire. Faut pas que je mange mon chapeau, mais le temps qui m'est imparti m'interdit de mettre cette modification essentielle à mes yeux en chantier. Oui. Alors, oui. La nomination des procureurs. Oui. Alors, dès que je... Non. Alors, je voudrais terminer ce qui me semble réforme structurelle essentielle que je ne pourrais pas mener à son terme. Non pas que je n'en ai pas envie, mais ce sont des rêves ou des utopies que le calendrier me contraint à mettre de côté. Mais oui, mais vous m'avez posé des questions sur le reste, donc je vous réponds sur le reste. Je voulais aussi, évidemment, envisager l'École nationale de la magistrature et envisager une école de formation commune. Non, mais ce sont des choses importantes. Je ne pourrais pas. En revanche, sur l'ordonnance de 58, les magistrats, et particulièrement ceux du parquet, attendent cette réforme. Et il s'agit d'inscrire, de graver dans le marbre de la Constitution une pratique que ce pouvoir a toujours respectée. Voilà. Donc la réponse est oui. Vous nous annoncez aujourd'hui que le président de la République va convoquer le Congrès pour faire adopter définitivement cette révision de la Constitution qui a été votée en termes identiques par les deux chambres. C'est ce qu'il a dit. C'est un scoop. Je vous remercie de cette information. Alors l'expérimentation, là aussi. Non, attendez, la cour d'assises, ça mérite à elle seule une commission des lois, pardonnez-moi, et qu'on en discute complètement. Mais il y a des expérimentations qui sont en cours, monsieur le sénateur. Il y a un stock à résorber. Non, mais j'ai compris, je sais compter et j'ai compris. Je vous donne ma position, je vous dis que c'est pour moi la chronique d'une mort annoncée de la cour d'assises. Je ne veux pas qu'on prenne ce chemin. On a d'ailleurs procédé par étapes. D'abord, on a réduit le nombre de jurés, ce qui fait qu'aujourd'hui,
une décision de condamnation n'est plus prise à l'unanimité du jury populaire. Ce n'est donc plus une juridiction populaire, au sens où on pouvait l'entendre autrefois. Moi, j'aime cette juridiction pour des tas de raisons. C'est une bouffée d'oxygène dans le corporatisme des juges, je l'ai déjà dit. Et c'est aussi, on se souvient tout simplement que la justice est rendue au nom du peuple français et on est en train d'exclure le peuple français du fonctionnement de sa justice. Ça a un autre mérite, c'est que les Français qui sont jurés et qui sont amenés à rendre la justice savent enfin comment fonctionne la justice. Parce que entre la justice qu'on rend au Café du Commerce et la justice que l'on rend, quand on a entre ses mains le sort d'un homme, on appréhende la justice de façon différente. Moi, je ne veux pas laisser mourir la cour d'assises, je ferai tout pour qu'elle ne meure pas. Je trouve que c'est une juridiction qui marche bien. Les expérimentations sont en cours, qu'elles se poursuivent, on en tirera les conclusions, mais il y aura toujours de quoi dire, ne fût-ce que sur le terrain démocratique, que cette institution doit être maintenue. Mais... Monsieur le ministre, est-ce que la réforme de la justice des mineurs va faire l'objet prochainement d'une saisine du Parlement? Voilà la question. Oui. La réponse est oui, mon cher collègue. Donc, nous pouvons maintenant passer à la suite des questions. Je vous signale qu'il nous reste 24 minutes. Vous êtes 10 à avoir demandé à poser une question au ministre. Si chacun d'entre vous accepte de poser sa question en 1 minute, sans faire trop de commentaires, le ministre aura le temps de vous répondre. Alors, je donne la parole à Monsieur Frassa. Faites sur le micro, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, j'aborderai un sujet qui est celui de la loi Avia et des contenus illicites. Mon premier point, je vais aller droit au but, c'est le bilan qu'on peut tirer de la censure plutôt sévère qu'a fait le Conseil constitutionnel de la loi Avia. Et la question, c'est quel bilan et après? Le deuxième, c'est le débat qui a eu lieu tout récemment, auquel le Premier ministre et vous-même avez pris parti dans ce débat. C'est celui sur l'anonymisation, mais au terme que je préfère, plutôt la pseudonymisation sur Internet. L'anonymisation, je pense que si on l'interdit, c'est-à-dire interdire l'anonymat sur Internet, on risque surtout de porter préjudice aux lanceurs d'alerte et surtout aux victimes. Et le pseudonymat, terme que je préfère, et donc sur lequel j'aimerais avoir votre avis, c'est quel moyen pour lever plus facilement le pseudonymat et surtout identifier, dans ce cas-là, les auteurs de cette haine sur Internet. Et j'ai terminé la suite, ça sera pour les suivants, puisque j'en suis à 1 minute 15, Monsieur le Président. Merci, cher collègue. Monsieur Durin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le garde des Sceaux, Jacques Toubon, avant de quitter son poste, a insisté sur la protection accordée aux lanceurs d'alerte. Votre prédécesseur, Madame Belloubet, déclarait « Les whistleblowers sont l'un des défis les plus importants de nos démocraties. Un déni de transparence et de justice. » L'Union européenne a adopté une directive en novembre 2019 sur ce sujet central et nous savons tous ce que les lanceurs d'alerte apportent à nos démocraties sur la santé publique, sur l'environnement ou sur l'évasion fiscale. Alors je vous ai lu, Monsieur le garde des Sceaux, vous avez défendu un lanceur d'alerte célèbre, vous avez aussi des propos plus durs sur les lanceurs d'alerte. Maintenant que vous êtes garde des Sceaux et en charge de ce dossier, est-ce que vous pouvez nous préciser votre vision des lanceurs d'alerte, de la protection à leur apporter et de la manière dont vous envisagez surtout de transposer la directive européenne que j'ai évoquée? Merci, cher collègue. Madame Françoise Gatel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ma question porte sur les maires qui sont trop souvent les oubliés de la justice. Depuis quelque temps, on constate dans tout le territoire français une augmentation des incivilités, voire une augmentation des agressions, parfois très graves, à l'égard des maires. Or, très souvent, les maires qui sont dépositaires d'une autorité, comptables devant leur population de ce qui se passe, sont juste oubliés dans le circuit d'information. La loi Engagement et Proximité que nous avons votée ici en décembre dernier impose que le maire soit systématiquement informé, non à sa demande, mais systématiquement informé par le procureur de la République des suites judiciaires qui sont données à ces signalements, ainsi qu'aux infractions qui causent un trouble à l'ordre public sur le territoire de sa commune.
C'est un sujet extrêmement important pour tous les élus, dont beaucoup sont nouveaux aujourd'hui. Donc, Monsieur le ministre, quel retour pouvez-vous nous faire sur ce dispositif et sur sa mise en application? Je vous remercie. Monsieur Bigot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le garde des Sceaux, s'agissant de la justice des mineurs, soyez précis dans votre réponse si vous le permettez. Le Code de la justice des mineurs fait l'objet d'une ordonnance qui était censée entrer en vigueur en octobre prochain. Son entrée en vigueur a été reportée. Est-ce que pour vous, il est remis en cause et vous ferez un nouveau texte, ou est-ce que vous reprendrez cette ordonnance et en demanderez l'homologation? La question est très précise. Merci. Autre point, oui, en mars 2017, la chancellerie publiait un avant-projet de loi de réforme de la responsabilité civile. Ce texte faisait l'unanimité, il a été travaillé pendant 10 ans par les spécialistes, il est attendu. Nous avons fait un rapport, nous pensons que ce texte pourrait sortir. Or, je sais que ce n'était pas dans les préoccupations de votre prédécesseur. Ce serait utile qu'il puisse sortir dans les 600 jours qui vous restent. Merci. Merci, chers collègues. Madame Marie Mercier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, un de vos premiers déplacements a été pour le centre éducatif fermé d'Épinay-sur-Seine. Dans le cadre d'une mission ici au Sénat, nous avions visité le centre... Pourtant, j'ai enlevé mon masque pour vous parler. Un de vos déplacements a été pour le centre éducatif fermé d'Épinay-sur-Seine. Ici au Sénat, nous avons fait une mission sur les mineurs et nous étions allés au centre de Savigny-sur-Orge avec un directeur extraordinaire, un personnel motivé, un projet éducatif solide et malgré cela des résultats un peu décevants. Et le directeur nous avait dit, vous savez, ces jeunes, ils sont abandonnés, seules quelques mamans viennent les voir, mais pas de papa. Donc, quand les jeunes en arrivent là, c'est un vrai échec de l'éducation, un vrai échec de l'accompagnement à la parentalité. Aussi, je voudrais savoir, Monsieur le ministre, si vous pensez, vous aussi, à la réelle efficacité des centres éducatifs fermés. Pensez-vous qu'il faille en construire de nouveaux, sachant que dans celui que vous avez visité, il y a un défaut de recrutement du personnel et que vraiment la solution, elle est aussi dans la formation du personnel qui accompagne ces jeunes. Merci, chers collègues. Monsieur Tani Mohamed Soli. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le garde des Sceaux, vous avez évoqué tout à l'heure la proximité de la justice. Or, ça fait 10 ans que le justiciable mahorais est éloigné de son juge d'appel, puisque il y a 10 ans était créée la chambre d'appel détachée de Mayotte, rattachée à la cour d'appel de Saint-Denis. Cette question est cruciale. Surtout à l'aune de la décision du Conseil constitutionnel du 30 avril 2020, qui a donné à l'État jusqu'au 31 octobre pour arrêter le système de visioconférence pour les justiciables au sein les justiciables jugés dans la chambre de l'instruction et des solutions doivent être trouvées. Or, pour Mayotte, la chambre de l'instruction se trouve à La Réunion. Il ne s'agit pas d'un caprice, c'est une question centrale parce que voilà une situation où le parquet général, le procureur général chargé de la politique pénale, eh bien, se trouve à 2000 km d'ici. Donc, comment peut-il décider efficacement de la politique pénale à Mayotte s'il n'en connaît pas la réalité? Cette question est ancienne. Je l'avais soumise à votre prédécesseur Christiane Taubira. Je pensais que, comme elle avait milité pour que... le garde des Sceaux comprend très bien votre question, cher collègue. La chambre détachée de la Guyane vis-à-vis de la Martinique s'arrête. Je pensais qu'elle allait se saisir de cette question. Très bien. À quand, le garde des Sceaux va vous répondre. Monsieur le garde des Sceaux, à quand la cour d'appel de plein exercice de Mayotte? Monsieur François-Noël Buffet. Monsieur le ministre, vous avez indiqué tout à l'heure que le temps de l'enquête préliminaire était beaucoup trop long. Nous pouvons partager évidemment cette analyse. Cela veut-il dire, Monsieur le ministre, que le juge d'instruction va retrouver son rôle et que, alors que depuis quelques années, il semblait que son destin, en tous les cas la fonction, devenait funeste, peut-être entendez-vous lui redonner le rôle qui lui appartient? Madame Benbassa.
Monsieur le ministre, dès votre entrée en fonction, vous avez visité la prison de Fresnes. Que comptez-vous faire dans les 600 jours qui vous restent pour améliorer les conditions de détention dans les lieux de privation de liberté? Je vais vous poser une seconde question basique. Vous avez également, dès votre arrivée, visité le tribunal de Bobigny. Que comptez-vous faire également pour désencombrer les tribunaux et accélérer le traitement des dossiers? Merci. Certains tribunaux sont dans un tel état de vétusté qu'au lieu de les appeler tribunaux judiciaires, on devrait les appeler cours des miracles. Et encore, ça supposerait que les justiciables soient satisfaits des décisions qui y sont rendues. Mais, Madame de Romédy. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Garde des Sceaux. Pendant sa campagne électorale, le Président de la République avait initialement envisagé la construction de 15 000 nouvelles places de prison. L'objectif a ensuite été révisé à la baisse, 7 000 au cours du quinquennat, puis 8 000 au cours du quinquennat suivant. Pensez-vous que l'objectif de livrer 7 000 nouvelles places d'ici à 2022 puisse être tenu? Outre la construction de nouvelles places, le programme immobilier de l'administration pénitentiaire permettra-t-il aussi d'améliorer les conditions de détention en rénovant les établissements vétustes? Merci, chers collègues. Et enfin, la dernière question est celle du président Caner, à ma droite. Last but not the least. À votre droite géographique, Monsieur le Président. Monsieur le garde. Vous l'aviez interprété autrement, chers collègues? Non, rassurez-vous, je lis dans vos pensées, Monsieur le Président, ministre. Monsieur le ministre, Monsieur le garde des Sceaux, vous allez être privé de liberté pendant 20 mois. Minimum ou maximum. On verra bien quelle sera la suite. Donc, une question d'ordre général. Quelles sont vraiment les 2 ou 3 priorités qui sont les vôtres pendant ce temps qui vous est compté et qui permettra de redonner de l'espoir à la justice, mais aussi aux justiciables, premièrement. Deuxièmement, vous avez eu un propos à l'égard de la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique, que nous connaissons bien ici en tant que parlementaires, à l'occasion d'une affaire concernant une ministre d'un ancien gouvernement, pour être clair, d'un quinquennat précédent. Il y en a eu aussi quelques-unes à l'époque. Vous auriez évoqué donc la Haute Autorité comme étant un truc, je répète, un truc... une espèce de truc populiste, et ce propos a été dénoncé, disons-le, par le nouveau président Didier Migaud, et qu'il a considéré comme étant infamant. Donc, que pensez-vous de cette haute autorité que nous estimons, nous, comme étant un plus pour la transparence de la vie publique et politique dans notre pays? Eh bien, Monsieur le ministre, vous disposez d'une vingtaine de minutes pour répondre. Alors, la première question m'a été posée par monsieur le sénateur Christophe-André Frassa. La question des réseaux sociaux et de l'anonymat est une question infiniment complexe. À la fois, les réseaux sociaux, c'est l'outil idéal d'une démocratie participative, et en même temps, c'est devenu une poubelle à ciel ouvert dans certains cas. Alors, ça protège effectivement certains, mais ça détruit aussi, de mon point de vue, le tissu social. Moi, je suis poursuivi par Guacamole 425. Et c'est insupportable. Je dis que celui qui ne signe pas ne devrait pas pouvoir s'exprimer. Quand son propos, monsieur le sénateur, est injure, antisémitisme, racisme, homophobie, sexisme. Comment agir? Alors, c'est toute la difficulté. J'ai posé la question avec beaucoup d'humilité, beaucoup de modestie, parce que je n'ai pas la réponse. Est-ce que technologiquement c'est possible, ou alors est-ce que ce sont les diffuseurs qu'il faut aller attaquer? Mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. Je pense qu'on vit une époque un peu folle, d'hypermoralisation, qui nous contraint à une forme de manichéisme. Il faut être pour ou contre, c'est blanc ou noir, les uns deviennent les censeurs des autres. Cette époque devient folle. Et le ciment de notre nation, c'est ce qui nous unit et pas ce qui nous distingue. En tous les cas, pas en ces termes-là. Et moi, je veux pouvoir argumenter, je préfère débattre que me battre. Et ces réseaux sociaux, sous cette forme-là, m'exaspèrent. Alors, je conçois que, parfois, l'anonymat peut protéger. Bien sûr. Mais la plupart du temps, reconnaissons que... Et l'autre inconvénient, on parlait tout à l'heure de présomption d'innocence, c'est que la presse traditionnelle est
est dans la surenchère des réseaux sociaux d'une certaine façon. Et donc c'est le buzz, et c'est ce qu'on appelle chez les journalistes, c'est pour ça que je voudrais travailler avec eux, le putaclic. Il faut faire de la mousse. Parce que sinon, ça n'a aucun intérêt d'aller voir le journal. Il vaut mieux que... C'est plus simple pour la jeunesse d'aller voir les réseaux sociaux. Donc tout ça, il faut que l'on y réfléchisse, parce que je pense que ça peut faire trembler la démocratie, moi. Il y a aussi une forme de totalitarisme de la pensée qui nous envahit, qui nous interdit de réfléchir, qui nous interdit de faire un certain nombre de choses, qui nous contraint, et dans notre langue, et dans nos choix artistiques. Et tout ça, la Haute Assemblée ne peut pas être insensible à ça. J'ai dit que je serais le garde des Sceaux de la liberté. C'est vrai, ça c'est une question qui me préoccupe beaucoup. Je voudrais d'abord voir comment techniquement on peut aborder la chose avant d'y apporter une réponse claire, nette et plutôt précise. Les lanceurs d'alerte. Alors, les lanceurs d'alerte, vous avez évoqué le fait tout à l'heure que j'ai défendu Julian Assange. D'abord, il faut définir ce qu'est le lanceur d'alerte, parce que je l'ai dit à l'époque. Non, mais je sais, mais je reprends ça parce que je l'ai entendu. Madame la sénatrice l'a évoqué tout à l'heure. Il faut définir qui l'on protège et qui, au fond, est un délateur. Lanceur d'alerte, est-ce que c'est l'anoblissement des délateurs ou est-ce que c'est quelque chose de différent? Julian Assange, je l'ai dit à l'époque, je peux m'exprimer très librement là-dessus. Il est à la fois, il a apporté à notre pays un certain nombre d'informations dont nous pouvions avoir besoin. En même temps, parfois, il est allé sur le terrain de la vie privée, je ne l'ai pas suivi sur ce terrain. Voilà, un premier distinguo à apporter. Puis, je veux vous dire qu'il est évidemment nécessaire d'adapter notre droit à la directive lanceur d'alerte. Ça n'implique pas de tout changer, mais des adaptations et une consultation sera faite sur la question. On a ensuite évoqué les maires qui sont agressés. Je demanderai au procureur d'appliquer le nouveau texte. Je le ferai très prochainement. J'ai souri quand vous posiez la question parce que c'est au fond... Monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser quel nouveau texte vous leur demanderez d'appliquer? Monsieur le président de la commission, un texte nouveau est entré en vigueur, il faut l'appliquer. Je ne l'ai pas, je n'ai pas son numéro, je n'ai pas sa date. Vous l'avez peut-être en mémoire, moi non. C'est parce que... Je réponds à la question qui m'est posée. Vous voyez ? Sur l'information du procureur au maire. Ah, c'est l'instruction de votre prédécesseur, je comprends. Oui. C'est une instruction qui vise à mobiliser les parquets pour la défense des maires quand ils subissent des agressions ou des incivilités. Et c'est aussi d'ailleurs, d'une certaine manière, une remontée d'informations. Et c'est très important, ça fait suite aux travaux du Sénat. Et il faut que ce texte reçoive une application, bien sûr. Et quand je ferai la circulaire idoine, j'indiquerai naturellement tout ce qui permettra d'identifier ce texte, Monsieur le Président. Mais là, ma mémoire et la vôtre d'ailleurs sont sur ce point très précis, peut-être un peu défaillantes, et c'est normal. Il y a tellement de choses à retenir. Il n'y a pas une loi qui aggrave la répression des incivilités à l'encontre des maires, mais il y a une instruction donnée par le garde des Sceaux. Une instruction donnée, voilà. Voilà, pour être précis, vous avez raison d'exiger de moi que je le sois. Vous m'avez ensuite posé la question, monsieur le sénateur Bigot, sur l'ordonnance de... J'entends évidemment poursuivre sur les textes et sur les projets qui ont été présentés avant ma nomination. Ce sera notre base de travail. Quand... Oui, c'est ce qui est prévu. Non mais attendez, monsieur le sénateur, moi j'arrive depuis 10 jours. Si vous pensez que j'ai eu le temps de préparer un nouveau texte, vous me prêtez des pouvoirs qui ne sont pas les miens et une compétence qui n'est pas la mienne. Je pense qu'à défaut, madame, pardonnez-moi, je voudrais répondre à monsieur le sénateur, à défaut d'obtenir votre adhésion, j'aimerais au moins un peu votre attentisme. Voilà. Ce qui est prévu, c'est que l'ordonnance soit présentée. Et s'agissant
Non, mais moi, je veux bien... S'il vous plaît, mes chers collègues, laissez répondre le ministre sans l'interrompre, parce qu'il y a beaucoup de questions auxquelles il doit encore répondre. Laissez-le répondre. S'agissant de la réforme de la responsabilité civile, un projet a été préparé par mon administration. J'en prends connaissance et nous nous reverrons prochainement pour savoir comment on va faire les choses. Madame la sénatrice, les CEF, alors j'y ai vu, comme vous sans doute, des choses absolument incroyables. Et en particulier, il y avait là des gamins qui sont nés en prison. Ils sont nés en prison. J'ai pensé à la formule de Sioran, je m'accroche désespérément à ma mauvaise étoile. Ouais. Et je dis une seule chose, à ce stade, quand ils sont là, ils ne sont pas en prison. Et déjà ça me paraît une victoire. Alors je ne sais pas si on en sauve beaucoup, mais si on en sauve 1 sur 10 déjà, on n'a pas fait ça pour rien. Je reviendrai sur ces questions évidemment quand je les aurai étudiées plus en profondeur, mais je pense que tout ce qui est alternatif à la prison, c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Et d'ailleurs, je crois qu'une question m'a été posée en ce sens. Il y a 2 façons de maintenir le taux. C'est une question qui m'a été posée, pardonnez-moi, par Madame la sénatrice Esther Benbassa. Benbassa, pardonnez-moi. D'abord, il y a le bloc peine qui rentre en application. Vous savez que le Covid a permis que le taux de détention soit historiquement bas, puisque les cambriolages, par exemple, il n'y en a pas eu beaucoup, puisque les gens étaient confinés chez eux. Bon. Que l'activité économique, nous l'espérons tous, reprend. Malheureusement, l'activité délinquentielle reprend aussi. Donc pour le moment, je suis dans une forme comment dirais-je, je suis dans l'attente de voir comment les chiffres vont évoluer. Mais je vais demander au parquet. Je ne peux pas faire grand-chose, je n'ai aucun pouvoir sur les juges du siège. Et si j'ose cette plaisanterie, en la matière et en la matière seulement, je le regrette. Je trouve qu'on abuse de la détention provisoire. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on le dit. La loi consacre déjà cette idée que la détention provisoire est une exception et en réalité, on sait très bien que ça devient souvent la règle. Et déjà dans les travaux parlementaires, après l'affaire Doutreau, on avait signalé, stigmatisé l'idée que le recours à la détention provisoire était une espèce de mauvaise habitude culturellement ancrée dans l'esprit de notre institution. Donc, il y a 2 façons maintenant de maintenir ce chiffre au niveau le plus bas et pour des tas de raisons. C'est le bloc peine, bien sûr, et puis un certain nombre de réquisitions qui pourront être prises par les procureurs, et puis peut-être aussi, pardonnez-moi, élever un peu le débat sur ces questions et repenser ce qu'est la prison. Parce qu'on a la chance d'appartenir à ce merveilleux pays qui est le pays des droits de l'homme. Et des tas de gens ont écrit sur ce qu'est la prison. Elle a un triple but, la prison. C'est évidemment de punir, de mettre à l'écart de la société un homme, une femme dangereux, et de réinsérer. Et on ne peut pas envisager l'un sans les 2 autres. Or, la prison est galvaudée aujourd'hui. Et dans certaines affaires où le critère de dangerosité, par exemple, n'est pas là, on constate une inflation du recours à la prison en termes de décisions rendues par les tribunaux ou les cours d'appel. Et alors l'autre façon d'intervenir, c'est la détention provisoire. Enfin, pour quelle raison dans notre pays on ne parvient pas, en dépit des efforts, en dépit de tout ce qui a été écrit, et là encore ça transcende les clivages politiciens, on ne parvient pas à obtenir que quelqu'un soit jugé libre. Évidemment, dans certains cas, vous l'avez bien compris, il y a des cas où le problème ne s'oppose pas en termes de dangerosité, de gravité des faits. Moi je l'ai dit, pas de baguette magique, je ne veux pas de matraque, je ne serai pas le garde des sceaux du laxisme, mais je ne serai pas un garde des sceaux ultra répressif, évidemment. Mais on pourrait réfléchir autrement. Eh bien voilà, quelques pistes, la détention provisoire, réfléchir à la prison. Mais le garde des sceaux, quand un homme est jugé, il n'était pas très efficace quand il était avocat, il l'est encore moins quand il est ministre. Hein. Ce n'est pas lui qui prend la décision. Mais on peut aussi d'ailleurs obtenir l'intervention législative pour mettre des seuils. Parce que si je ne parviens pas à obtenir ce que je souhaite, évidemment, on envisagera cette solution. Elle a déjà été envisagée par le passé.
Je voudrais vous rappeler qu'à un moment, on ne peut pas incarcérer un homme pour un vol simple, 3 ans d'emprisonnement. Et on a vu des pratiques judiciaires insupportables qui contournaient la volonté du législateur. On retenait des circonstances aggravantes, notamment la bande organisée, et on a vu fleurir des vols en bande organisée avec un maximum encouru supérieur à 3 ans, et comme ça on pouvait retourner vers nos vieilles habitudes délétères et réincarcérer de façon provisoire. Donc il faut veiller à tout ça. On a un arsenal complet, et moi j'entends que le taux de détention ne redevienne pas celui qui autorise la Cour européenne à nous condamner régulièrement pour les conditions inhumaines et dégradantes de nos prisons. Parce que, Voilà, nous interrompons cette audition d'Éric Dupond-Moretti car dans une dizaine de minutes exactement commencent les questions d'actualité au gouvernement. Ce rendez-vous phare de la semaine parlementaire lors duquel les sénateurs vont pouvoir questionner, interpeller le gouvernement. En attendant, alors que retenir de cette audition d'Éric Dupond-Moretti? 1. Le fait que le nouveau garde des Sceaux insiste sur l'instauration d'une justice de proximité. Pour lui, il faut rétablir le lien de confiance entre le citoyen et la justice. Et pour cela, le garde des Sceaux réclame l'accélération des délais de la justice. Également noté qu'il a insisté sur le combat du gouvernement contre les violences faites aux femmes, après le texte adopté hier par le Sénat et qu'il a d'ailleurs défendu dans l'hémicycle, le garde des Sceaux, qui est critiqué par les associations féministes depuis sa nomination. Mais le temps fort, le moment de tension de cette audition, c'est sans conteste ce moment où Éric Dupond-Moretti a dû répondre sur les remontées d'informations que le garde des Sceaux a sur des affaires individuelles. Il répondait à une question de la sénatrice socialiste Marie-Pierre de la Gontrie qui lui a demandé quel dispositif était mis en place pour qu'il n'ait aucune remontée concernant les affaires dans lesquelles il a plaidé comme avocat. Écoutez la réponse d'Éric Dupond-Moretti. Je ne m'interdis aucune remontée d'informations, sauf celles qui ont pu concerner mon activité antérieure, et je vous dirai ce que j'ai fait. Je m'interdis en revanche, et nous sommes dans les clous des textes, de donner quelques directives que ce soit à qui que ce soit. C'est très clair. Ceci étant dit, vous le savez comme moi, c'est le lieu là aussi de tous les fantasmes et de toutes les interprétations. Et personne ne sera jamais convaincu. Il y a un grand principe de notre droit, c'est que la mauvaise foi ne se présume pas. Alors, s'agissant des affaires qui m'ont concerné, je n'aurai, sur ces questions-là, aucune remontée d'informations. Aucune, strictement aucune. Voilà, sur ce temps fort de cette audition, notez enfin qu'au niveau du fond, Éric Dupond-Moretti a également confirmé que le président de la République convoquerait le Congrès pour réviser la Constitution et faire en sorte que la nomination des magistrats du parquet se fasse avec l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. C'est un scoop, a d'ailleurs réagi le président de la commission des lois, Philippe Bas. Il faut dire que cette révision constitutionnelle tant attendue est de plus en plus hypothétique. On va passer tout de suite aux réactions à cette audition, salle des conférences, où arrivent les ministres. Vous voyez notamment la nouvelle ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui se rend salle des conférences. Et Alexandre, une réaction sur cette audition. Vous êtes avec le sénateur socialiste Jacques Bigot. Avec le sénateur Jacques Bigot. Et d'abord une réaction à ce moment de tension durant l'audition d'Éric Dupond-Moretti sur la remontée d'informations qu'il pourrait avoir en tant que ministre concernant des affaires dans lesquelles il a plaidé en tant qu'avocat. Qu'est-ce que vous avez pensé de la réponse du ministre ? Je pense qu'elle n'est pas d'une clarté absolue. Ce qui est important, il est logique que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, ait une information, puisqu'il doit donner le sens de la politique pénale, sur ce qui se passe globalement et quelles sont les pratiques des parquets. Mais toute information concernant des affaires personnelles ne devrait pas remonter au garde des Sceaux. C'est important de le faire, et d'autant plus que Éric Dupond-Moretti a été avocat, il y a le secret professionnel, il ne peut pas faire la liste des gens qui ont été ses clients, ceux qu'il a défendus publiquement, ça c'est connu, mais il y a aussi des gens qui sont venus le consulter, se renseigner, etc. Donc il faut clairement empêcher, et c'est vrai pour lui, mais pour tout garde des Sceaux, qu'il y ait des remontées d'informations personnelles. Alors, durant cette audition, le nouveau ministre de la Justice a défendu l'idée d'une justice de proximité, d'une proximité de la justice. Est-ce que vous croyez qu'il va mener à bien ce chantier ? Alors, on n'est pas très clair sur la notion de proximité de la justice. Ce qui peut paraître intéressant, c'est de dire que les juges devraient aller se déplacer dans les chambres de proximité. Aujourd'hui, on a un tribunal judiciaire, parfois 2 par département, parfois un seul par département, et puis des lieux de justice qui étaient des anciens tribunaux d'instance, qui sont des chambres détachées.
Pourquoi est-ce qu'effectivement les juges aux affaires familiales, les juges des enfants, n'iraient pas dans ces juridictions-là procéder à leurs audiences? Ça me paraît tout à fait possible. Moi, je l'avais suggéré. Donc oui, je suis intéressé à cette justice de proximité. Pour le reste, s'agissant des incivilités et autres, on est sur une autre thématique. C'est pas le... Et puis, il ne faut pas oublier que le garde des Sceaux a plein de bonnes intentions. La vraie question, c'est quels seront les moyens dont il disposera en 600 jours pour faire bouger la justice. Le budget de la justice sera notre attente. Et la question des moyens de la justice, le garde des Sceaux n'y a pas vraiment répondu. Merci beaucoup, Jacques Bigot, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Alexandre. Dans quelques minutes maintenant vont commencer les questions d'actualité au gouvernement. Vous le voyez sur cette image, il y a du monde qui arrive. Salle des conférences parmi les thèmes importants lors de cette séance. Notez qu'il y aura une interpellation du gouvernement par la droite sénatoriale avec une question de François-Noël Buffet à Éric Dupond-Moretti justement sur la réponse pénale aux actes de violence alors qu'il y a eu une multiplication des actes de violence, des actes d'incivilité, mais aussi d'un certain nombre de faits divers et de crimes extrêmement graves ces derniers jours. Notez que l'on voit également arriver Gérard Larcher, le président du Sénat, qui va pouvoir dans quelques minutes présider cette dernière séance de questions d'actualité au gouvernement. Autre thème important, la question de la gratuité des masques, alors que depuis lundi, les masques sont obligatoires dans les lieux publics clos. Hier, le président de la République, Emmanuel Macron, a exclu la gratuité des masques pour tous. Voilà qui fait réagir notamment le groupe communiste. Et d'ailleurs, Alexandre, vous êtes avec la sénatrice communiste du Val-de-Marne, Laurence Cohen. Et oui, Laurence Cohen, est-ce que c'est aux contribuables de payer des masques gratuits pour tous? Emmanuel Macron, le président de la République, pense que non. Écoutez, moi ce que je pense surtout avec l'ensemble de mon groupe, le groupe communiste républicain citoyen écologiste, c'est que les masques doivent être pris à 100% par la sécurité sociale. Donc ça serait une mesure de justice sociale, d'égalité. C'est d'ailleurs ce que j'ai déjà demandé dans une question au gouvernement, qu'il l'avait refusé. J'espère qu'ils ont médité cette proposition et qu'ils vont accepter cette prise en charge à 100% pour toutes et tous par la sécurité sociale, parce que nous sommes là dans une mesure de protection de la santé et donc c'est normal qu'il y ait cette prise en charge. Mais alors, est-ce que des personnes aisées devraient avoir ce remboursement de la sécurité sociale pour avoir un masque? Écoutez, la sécurité sociale est un système de protection sociale pour tout le monde. Donc je pense qu'il ne faut pas mélanger les genres. Nous sommes dans un produit qui est indispensable pour la santé des Françaises et des Français. Donc il faut que ça soit pris en charge par la sécurité sociale. Et pour en avoir les moyens, il faut arrêter de faire les exonérations de cotisations sociales, puisque en ce moment même, le gouvernement vide les caisses de la sécurité sociale. Donc c'est là la vraie problématique. Et puis s'il y a besoin de mesures de justice, il faut rétablir l'impôt sur la fortune. Là, c'est une autre mesure. Mais ne mélangeons pas les genres. Quand il s'agit de dispositifs pour la santé, c'est pour tout le monde la prise en charge par la sécurité sociale. Très bien, et au moins votre programme est clair. Merci beaucoup, clair et Laurence net Cohen. Comme souvent. Merci voilà. beaucoup, Laurence Cohen, pour votre intervention. Merci. Merci Alexandre. Également, dans l'actualité, le plan de relance européen, alors qu'un accord a été trouvé hier au petit matin pour ce plan de 750 milliards d'euros. La journée a été qualifiée d'historique par le président de la République, Emmanuel Macron, alors que, je le rappelle, ce plan faisait l'objet de négociations extrêmement tendues. Un plan de relance massif fondé pour la première fois sur un endettement commun face à la récession sans précédent qui menace l'Europe. Et Alexandre, pour commenter cette nouvelle actualité, vous êtes avec le président LR de la Commission des affaires européennes, le sénateur Jean Bizet. Effectivement, Jean Bizet, le président de la République, parle d'une victoire historique pour l'Europe avec ce plan de relance et cet endettement commun. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'en fait pas un peu trop dans ce service après-vente de ce plan de relance? Disons que l'accord obtenu hier à une heure, je dirais, très matinale, est quand même un accord exceptionnel. Imaginons se retrouver il y a quelques mois, personne ne pouvait penser qu'on aurait, je dirais, instillé une dose de fédéralisme budgétaire dans le fonctionnement de l'Union. Il a fallu une pandémie mondiale pour démontrer la fragilité de l'Union européenne, avec un marché unique qui est le premier marché économique mondial, et une monnaie unique, mais précisément des discordances entre les économies des différents États membres. Il fallait donc un début de budget commun, un endettement commun,
En ce sens, je dirais cet accord est quand même un accord historique. Alors, la question qui se pose après l'émotion de la victoire et de l'annonce d'hier, c'est comment on va financer ce plan. Est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'au final, ce ne sont pas les contribuables français qui vont payer cet endettement ? Il ne faudrait pas que ce soit les contribuables, je dirais, européens qui payent. Il est bien évident que ça nous oblige, cet accord nous oblige à être courageux politiquement, inventifs. On sait le faire en règle générale en Europe, en France en particulier. En clair, ça suppose que nous trouvions ce qu'on appelle des ressources propres. Et en dehors de la taxe sur les plastiques usagés, qui est une taxe qui devrait rapporter 3 milliards d'euros, mais qui a vocation à s'éteindre en fonction du caractère vertueux du comportement de nos concitoyens, moi j'estime qu'il y a d'autres pistes. Et d'autres pistes que celles également toujours de la taxation, de l'innovation ou autre, que ce soit pour les GAFAM. Il faut trouver un modus vivendi pour effectivement faire en sorte que ces grandes entreprises n'échappent pas, comme les autres entreprises le font, à une participation financière. Moi je pense, si vous voulez, à la lutte contre la fraude sur la TVA. Et la fraude sur la TVA au niveau européen, c'est 60-70 milliards. Eh bien, une quote-part sur, je dirais, cette mise en œuvre serait bénéfique pour amorcer les ressources propres. Donc une taxe sur l'activité des géants du numérique en Europe, vous n'y êtes pas très favorable? Écoutez, chacun connaît la position de l'OCDE en la matière. Ça suppose également un vote à l'unanimité. C'est pas facile, ce n'est pas facile. Il faut trouver le juste équilibre entre faire payer ces grandes entreprises, je dirais, qui sont presque virtuelles au niveau de la taxation, sans casser l'innovation, sans se mettre en porte-à-faux avec les États-Unis, quoique, l'extraterritorialité des lois américaines nous prouve que nous devons nous affirmer la puissance de l'Europe. Moi, je pense plutôt à d'autres alternatives. Voilà. Une taxe carbone aux frontières européennes, rapidement, vous êtes pour? Indispensable. Indispensable. Pour moraliser, entre guillemets, certains rapports et pour éviter les fuites de carbone. Très bien. Ça ne va pas freiner un peu nos importations? Peut-être un peu, mais il faut moraliser également tout cela. Très bien, merci beaucoup Jean Bizet d'avoir répondu à mes questions et dans quelques instants, la séance des questions d'actualité du Sénat au gouvernement va commencer. C'est tout de suite. La séance est ouverte.